Bienvenue à tous et bienvenue sur cette web-série du CJO consacrée aux nouvelles technologies en chirurgie orthopédique. Pour cet épisode, nous avons le plaisir d'aborder les guides de coupe sur mesure, patients spécifiques, et d'accueillir le docteur Laurent de l'hôpital Armand Trousseau qui va nous partager son expérience sur cette technique et cette pratique, ainsi que son adaptation dans la pratique quotidienne du chirurgien orthopédiste. Je lui laisse la parole et le remercie chaleureusement de la part du Collège des jeunes orthopédistes. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, aujourd'hui, on va parler d'impression 3D, d'utilisation d'ancillaires personnalisés en orthopédie. Je suis donc le docteur Laurent, je suis praticien hospitalier dans le service d'orthopédie pédiatrique à l'hôpital Trousseau. On a un service qui est assez souvent pionnier dans les technologies utilisées en orthopédie et applicables en pédiatrique. Et on a toute notre place dans le groupe de recherche clinique de Sorbonne Université, robotique et innovation chirurgicale, pour tenter de participer au développement des techniques du futur dont la conception et l'impression 3D. Alors, l'impression 3D n'est pas nouvelle en soi, mais elle s'est quand même récemment démocratisée avec une diminution des coûts et une facilité de fabrication. Elle est maintenant utilisée dans de nombreux domaines de l'industrie. Parallèlement, on essaie de développer des techniques personnalisées aux patients qui en sont très friands. Au final, la combinaison de ces deux éléments participe à l'amélioration de la fiabilité des interventions par la conception d'instruments sur mesure. Alors, ces instruments sur mesure peuvent notamment être utilisés pour la réalisation d'ostéotomies, pas forcément au premier plan pour des ostéotomies simples, mais surtout quand il s'agit d'ostéotomies complexes pour corriger des déformations dans plusieurs plans, par exemple, que ce soit des déformations d'origine congénitale ou bien alors des déformations d'origine post-traumatique. C'est également possible de les utiliser pour réaliser des ostéotomies dans des zones où le repérage anatomique n'est pas forcément facile et où une précision est importante, comme ça peut être le cas dans la chirurgie tumorale. Et c'est assez facilement applicable au bassin, par exemple, au calcanéus, par exemple, ou comme sur ce qui est représenté sur la clavicule, où les repères sont difficiles à trouver. Alors, avant d'envisager la conception d'instruments personnalisés, il faut bien réfléchir à la planification des ostéotomies à réaliser. Les techniques classiques utilisent des clichés radiographiques dans deux plans, de face et de profil, et on peut simuler les corrections réalisées par la position de calque. C'est ce qui est fait classiquement. Des techniques un peu plus modernes qui se basent sur le même principe grâce à des radiographies numérisées dans des logiciels de planification. On reste cependant limité dans ces planifications à la vision en deux dimensions et notamment à l'avant-bras, on n'a pas la certitude d'être dans le plan de déformation maximale lors de la réalisation du cliché. La planification en trois dimensions est beaucoup plus précise. Elle se base sur la reconstruction du squelette après acquisition de coupes scanographiques habituellement. Et cette modélisation permet de voir le squelette déformé sous toutes ses coutures et de le comparer par exemple au côté sain ou bien d'y appliquer des modèles normés. Ça permet également de réaliser des coupes dans tous les plans possibles. On fait ça dans un environnement numérique dans lequel on peut également modéliser d'autres objets comme des plaques d'ostéosynthèse et des vis. Alors, lorsque la planification des ostéotomies est bien réalisée, on peut passer alors à la conception des instruments sur mesure. Ces instruments doivent s'adapter parfaitement au squelette et permettre de réaliser le geste avec une grande précision. Alors, on peut concevoir des guides de coupe, des guides qui servent à guider la lame de scie.
Mais on peut aussi concevoir des guides pour préparer l'ostéosynthèse. Alors, ce sont des guides de préforage et on peut même y ajouter des guides de réduction pour aider à réduire avant l'ostéosynthèse. Le guide de préforage, il permet de préparer une réduction sur plaque et parfois d'éviter de se retrouver avec un puzzle osseux difficile à ostéosynthèser dans la position que l'on souhaiterait après avoir réalisé l'ostéotomie dans les bons plans. Une fois que ces guides sont conçus, il s'agit de les imprimer dans des matériaux plastiques. Ce sont des matériaux plastiques qui sont parfaitement stérilisables et qui sont imprimés par les techniques d'impression 3D classiques. Il y a simplement une précision, dans certaines situations, pour la correction de déformation, il peut être nécessaire de disposer de moyens d'ostéosynthèse sur mesure. Et actuellement, on peut aussi concevoir des plaques d'ostéosynthèse en titane. On les conçoit dans le même environnement numérique que les guides de coupe ou les guides de forage. Et ensuite, on les fait fabriquer de la même manière, à peu près de la même manière que les guides de coupe en titane sur ce qu'on appelle de l'impression 3D métal. J'utilise à peu près des techniques à peu près similaires pour faire de la fusion de titane grâce au laser. Alors, dans l'étape de conception des guides de coupe, ce qui est primordial, c'est d'établir en fait une bonne collaboration avec l'ingénieur du laboratoire qui est en charge du projet. Lui, de son côté, il va avoir toutes les compétences techniques pour réaliser la conception des guides, pour les faire fabriquer. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que lui, il travaille avec une reconstruction du squelette uniquement et que en fait, toutes les parties molles aux alentours ont été retirées du modèle. Et là, c'est là où il faut être très vigilant et il faut, dans la conception, toujours bien réimaginer autour du modèle numérique du squelette toutes les parties molles qui sont autour pour pouvoir imaginer la voie d'abord par laquelle on va accéder à la bonne face osseuse pour y placer le guide, en respectant évidemment les trajets vasculaires, nerveux. Il faut tenter d'imaginer également la souplesse des parties molles parce que on peut faire des ostéotomies dans tous les sens, déplacer les segments osseux comme on le souhaite sur un modèle numérique. Mais dans la réalité, on aura quand même des contraintes qui seront ces parties molles qui ont une souplesse définie et il faudra bien connaître son patient pour savoir si on arrivera à procéder à la réduction après l'ostéotomie. Et puis, il faut aussi envisager la fonction du segment de membre sur lequel on va réaliser une ostéotomie. Et il faut avoir une bonne idée de la souplesse des articulations qui vont être soumises aux nouvelles positions osseuses liées à l'ostéotomie et pour savoir quelle récupération fonctionnelle pourra être attendue après la correction. Donc, c'est vraiment de notre côté à nous à bien prendre en compte ces tissus mous pour essayer c'est eux qui vont être le vrai frein à toutes les possibilités d'ostéotomie qu'on pourra envisager. Bon, ces ostéotomies, c'est vraiment la fiabilité de cette technique qui en fait tout l'intérêt. Dans la littérature, il y a déjà eu des études de fiabilité qui montrent de très bons résultats. On est en train de publier une série d'ostéotomies que nous avons réalisées à Trousseau sur des avant-bras. La planification 3D a toute sa place dans l'analyse des déformations de l'avant-bras, car la radiographie, bien qu'elle soit réalisée bien réalisée, on peut ne pas être dans le bon plan et elle peut être prise à défaut. Et le plan de déformation maximale est difficile à radiographier. Donc, l'analyse doit se concevoir pour chacun des deux os, à la fois le radius et le cubitus. Et dans les séquelles post-traumatiques, il y a également souvent une composante de rotation qu'on ne peut pas appréhender par la radiographie.
Donc, on a une série qui est certes un peu hétérogène. On a des calvicieux, des épiphysiodèses, des madelungs. Mais la méthode qu'on a utilisée permet de calculer des erreurs angulaires dans plusieurs plans. Et les résultats actuels sont également bons puisqu'ils montrent des taux d'erreur de l'ordre de 5 degrés en moyenne. Alors, il y a quand même un revers à la médaille. Hein. Cette technique n'est pas exempte de reproches. Le premier qu'on peut lui faire, c'est l'irradiation qui est imposée aux jeunes patients pour l'acquisition du membre et pour la reconstruction. Alors, c'est d'autant plus vrai en pédiatrie, dans un domaine dans lequel où on essaye de limiter au maximum les mesures de radioprotection. Alors, l'utilisation d'ancillaires personnalisés permet quand même la réduction de la scopie péropératoire, mais il y a quand même un niveau d'irradiation qui est supérieur par le fait que l'on réalise un scanner avant. Donc, il faut continuer à travailler dans le domaine de l'imagerie autour de ces guides de coupe pour essayer d'améliorer les séquences IRM qui cherchent à améliorer le contraste et la résolution pour bien montrer l'os et que ces séquences soient utilisables pour des reconstructions 3D. Des séquences qui existent, des séquences avec des temps d'écho qui sont très faibles, qui le permettent. Actuellement, il faut pouvoir les faire réaliser par nos équipes de radiologie. Alors, le deuxième reproche que l'on peut faire à cette technique, c'est le coût. Alors, il y a une grande variabilité dans les coûts. Actuellement, il y a quand même la mise en concurrence de plusieurs firmes qui fait que ça tend à diminuer. L'expérience fait que finalement, on voit quand même que les coûts sont aussi assez dépendants de la qualité du travail d'ingénieur. Donc, il ne faut pas non plus lésiner sur ce travail d'ingénieur parce que c'est un gage dans la qualité du travail de conception et c'est vraiment important d'avoir des bons ingénieurs qui comprennent bien exactement ce que l'on veut. Il faut souligner qu'actuellement, il n'y a pas de prise en charge par l'assurance maladie pour les guides de coupe dans ces indications-là. Et troisième inconvénient, c'est le temps que ça prend parce qu'il faut participer à cette conception et ça demande un peu d'engagement. Il faut faire des web meetings réguliers pour bien les concevoir et être sûr de ce que l'on va avoir comme ancillaire personnalisé. Les temps de fabrication, c'est relativement court. On estime que depuis le moment où on prévoit de faire un guide de coupe et où on l'a, il faut environ 2 à 3 semaines grand maximum. Alors, on va passer à un cas concret. Ce cas, c'est le cas d'un garçon de 11 ans qui a été pris en charge secondairement dans notre service pour une fracture diaphysaire des 2 os de l'avant-bras. Il était en cours de traitement orthopédique par un plâtre brachio-antébrachiopalmaire. Il y avait un déplacement initial qui était visible sur la radiographie, qui était peut-être pas dans le plan maximal, mais un déplacement qui avait été jugé tolérable. Au délai où il a été vu, il était plus possible de rectifier le tir par un traitement chirurgical parce que la consolidation était déjà bien avancée. On a décidé de le faire consolider et de réfléchir secondairement. Donc, il consolide avec un calvicieux. C'est son membre droit, son membre dominant. Après récupération de la raideur liée à l'immobilisation, il signale quand même une gêne fonctionnelle avec une nette diminution de sa pronosupination. On a une pronation qui est à 30 degrés et une supination qui est nulle. Et il se plaint également d'une déformation qui est visible sur son avant-bras avec une courbure nettement apparente. Alors, devant ce tableau clinique, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Le squelette en croissance quand même permet un remodelage osseux avec une certaine limite néanmoins. On sait qu'en pleine zone diaphysaire, on estime qu'il y a environ 1 degré de correction par an. Alors à 11 ans, si on estime que ces physes au niveau du radius vont se fermer vers l'âge de 17 ans, on aurait au maximum 6 degrés. Mais l'abstention surveillance, c'est quand même une attitude qui est tout à fait envisageable.
pour une correction au moins partielle. On a mis également dans la discussion la réalisation d'ostéotomie correctrice et on a bien discuté avec les parents des bénéfices et des risques de chacune des options. Ce qui les embêtait, c'était l'incertitude face au remodelage qui pourrait être incomplet et puis la gêne fonctionnelle qu'il a quand même sur le moment. Au final, les bénéfices d'une ostéotomie correctrice l'ont emporté sur les potentiels risques de pseudarthrose, d'infection et également le fait qu'il ait à un moment des cicatrices sur son avant-bras. Alors, on a décidé de se calquer sur le côté contralatéral. On a donc réalisé un scanner. Alors, le scanner n'est pas forcément utilisé en routine pour analyser simplement une déformation, mais là, dans le cadre de la planification et pour la conception des guides, on a donc réalisé un scanner des deux avant-bras. En superposant un modèle miroir de l'avant-bras contralatéral sur l'avant-bras atteint, ça peut permettre de mesurer de manière précise la déformation maximale et on l'a mesuré à 30 degrés, ce qui était quand même sous-estimé par la radiographie standard. Vous voyez sur les reconstructions le membre 5 qui est en bleu superposé au membre qui présente un calvicieux en beige. Alors, vient ensuite le temps de la planification et de la conception des ancillaires. Alors, on se base sur un modèle miroir qui est issu du membre contralatéral pour bien situer la déformation et pour bien définir les plans de coupe et les coins de résection à réaliser. La planification permet d'optimiser les surfaces de contact osseuses pour que, au moment de la réduction, ce soit le plus en contact possible et permette ainsi une consolidation la plus rapide possible. La préparation de l'ostéosynthèse par un préforage permet également de planifier une compression automatique dans le foyer de fracture lors de la réduction sur la plaque. Je rappelle qu'il faut être quand même vigilant sur l'emplacement des guides qui doit correspondre à des voies d'abord bien choisies. Il faut essayer de réduire au maximum l'encombrement de ces guides pour être le moins invasif possible et limiter la taille des cicatrices. Alors, il y a un point crucial à discuter avec les ingénieurs, c'est la zone de contact entre le guide et la surface osseuse. Ça doit se baser sur des reliefs précis pour être sûr du bon positionnement du guide. Alors, c'est facilement retrouvable sur des épiphyses. On a des reliefs osseux. Là, on est en pleine diaphyse. C'est pas toujours facile de trouver des reliefs pour bien appliquer le guide. Alors, le laboratoire nous fournit des os imprimés qui sont issus des modèles 3D. Je vous en présente un là. Donc, ça, c'est le modèle de ce jeune garçon qui présente donc une courbure. Et comme c'est spécifié sur la vidéo que l'on voit à droite, il y a une marque sur cet os qui correspond au modèle. Alors, le but, en fait, c'est d'essayer de trouver la position du guide sur l'os dans la position dans laquelle il bouge le moins. Donc, vous voyez que là, on essaie de le faire glisser sur le modèle osseux pour essayer de trouver cette bonne position. Le but, c'est de retrouver cela sur l'os dans la voie d'abord. On essaye de bien caler le modèle pour qu'il soit le plus stable possible. Alors, il est fixé par des broches et une fois les broches en place, on peut se servir de deux des broches qui restent parallèles pour y placer ensuite, là c'était le guide de préforage, le second guide qui est le guide de coupe qui permet donc de guider la lame de scie et de faire la résection d'un coin. Alors voici des vues au moment de la chirurgie. Donc vous voyez qu'on dispose bien dans le champ des os secs ainsi que de l'ensemble des guides qui sont tous stérilisés auparavant.
Sur les photos, vous voyez qu'il y a les broches qui maintiennent les guides de préforage en place. Ce sont les mêmes broches qui vont ensuite maintenir le guide de coupe. Alors, on avait décidé pour ce cas d'utiliser des plaques LCP standards et la planification nous avait même permis de prémesurer la longueur des vis, ce qui simplifie encore plus le geste au bloc. Ça va relativement vite une fois qu'on a trouvé la bonne position des guides. C'est ça ce qui demande le plus d'attention, surtout dans une zone diaphysaire comme c'est le cas ici. Donc, on ne fait aucun contrôle scopique, on a fait une radiographie post-opératoire et le temps a été de 100 minutes. C'est vraiment le temps de placement, de repérage du guide sur la surface osseuse qui est le plus long et dont il faut bien prendre soin. Alors voici la radiographie post-opératoire qui montre une restauration des courbures du radius avec une rectitude sur l'ulna. C'est la condition anatomique pour retrouver une pronosupination complète. Et on l'a obtenue immédiatement dès l'ostéosynthèse réalisée, comme vous le voyez sur la vidéo qui est faite en post-opératoire immédiat. On a simplement mis en place une manchette à titre antalgique pendant une durée de 1 mois. Et la consolidation a été obtenue en 2 mois. Avec de la rééducation pendant les quelques semaines, la fonction s'est maintenue à long terme et on a pu retirer les plaques. Voilà pour le cas. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que la planification 3D, c'est hyper important pour bien analyser des déformations osseuses dans des segments comme à l'avant-bras où la radiographie peut être prise à défaut. Néanmoins, ça se fait actuellement uniquement par le scanner. Il faut que l'IRM puisse devenir un examen pour réaliser des coupes osseuses. Et il faut travailler sur l'amélioration des séquences pour obtenir une bonne définition et un bon contraste pour pouvoir les utiliser dans de la reconstruction osseuse. Et pour diminuer l'irradiation. Alors, l'utilisation des guides de coupe simplifie vraiment les gestes opératoires. Il y a une diminution des durées opératoires. Il faut juste ne pas se faire piéger par les tissus mous il faut être très vigilant au moment de la conception pour bien anticiper ça. C'est ça qui peut nous empêcher de réaliser l'ostéotomie qu'on a pourtant bien planifiée. Il faut être vigilant sur la souplesse sur le site opératoire et la souplesse des articulations qui vont être soumises à la nouvelle position osseuse. Enfin, la fiabilité, c'est vraiment le point fort de la technique. C'est un gage de satisfaction pour le patient par la réduction des risques de complications et par des résultats fonctionnels qui sont beaucoup plus prévisibles. Il faut continuer à publier sur ce sujet, faire des séries pour prouver cette fiabilité, parce que c'est l'utilisation en routine qui permettra à terme d'en faire diminuer les coûts et puis à terme également de pouvoir faire bénéficier les patients de remboursement par les assurances maladie. Voilà, c'est la fin du diaporama. Je recède la parole aux organisateurs. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup pour cette super présentation, très intéressante et qui ouvre vraiment des belles perspectives. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des services qui sont vraiment très investis dans le développement de ces méthodes de guide sur mesure et non seulement sur la chirurgie prothétique comme on peut le voir la majorité du temps. Moi j'ai plusieurs questions parce que votre présentation m'a vraiment très intéressé. Tout d'abord, donc vous avez parlé donc en fait quelque part dans la balance bénéfice-risque, il y a la question du coût, il y a la question du gain de temps, il y a la question malgré tout en fait du gain de temps péropératoire qui est à mettre en balance avec le surplus de temps en amont de préparation. Pour vous, j'ai vu que vous mentionnez 2-3 web meetings. Vous estimez à combien de temps surajouter la préparation de ce cas? Est-ce que vous faites une pré-planification de vous-même ou vous envoyez directement les images aux ingénieurs qui vous renvoient une première planification? Comment ça se passe concrètement?
Concrètement, les laboratoires distribuent des outils pour faire les planifications, mais ils ont un certain coût. Donc, en général, ce que je fais, c'est qu'on envoie les images simplement, et c'est eux qui s'occupent de la reconstruction 3D, et sur nos indications, c'est eux qui font la planification. Donc, ça prend en général un web meeting qui peut être assez court pour vraiment montrer qui nous montre exactement la déformation qui est présente par la superposition avec le modèle controlatéral. Et à partir de là, on définit assez facilement où on va faire l'ostéotomie et qu'est-ce qui sera à réséquer pour réaxer le segment osseux. Ça c'est en général assez court. Et ensuite, il y a un deuxième web meeting qui est un peu plus tardif, où après que eux aient réalisé une conception des guides de coupe. Et là, ça nous permet de bien parler avec l'ingénieur pour lui préciser exactement l'endroit où il doit positionner son guide. Et en termes de temps, c'est 30 minutes, 1 heure, c'est quoi à peu près l'estimation? Ça dépend de l'endroit. Quand c'est des déformations simples, ça peut être réglé en un quart d'heure, une demi-heure. Si l'ingénieur a bien compris ce qu'on voulait, ça peut être très rapide. Après, sur des déformations complexes, ça peut prendre beaucoup plus de temps pour que l'ingénieur puisse bien comprendre par où on va passer. Là, à l'avant-bras, c'est simple. Hein. En pleine diaphyse, c'est très simple. Les voies d'abord, ils finissent par les connaître aussi. Ils savent par où on passe et ils savent comment bien bien placer leur guide. Dans d'autres zones où c'est un peu moins précis, je pense à un col radial où on avait réalisé un guide de coupe. Ça a été un peu plus long dans la planification et la conception. D'accord. Et vous mentionnez la durée à peu près de 100 minutes de temps per opératoire. Est-ce que vous avez évalué le gain de temps par rapport à une intervention conventionnelle? Dans la série qu'on est en train de publier, on avait effectivement deux groupes. En plus de l'analyse de la fiabilité, on a mis un groupe d'ostéotomie d'avant-bras sans guide de coupe, et on obtient des diminutions de l'ordre de 40 minutes, à peu près 40 minutes de temps de garrot. Alors ça, c'est vraiment très important parce que, pour une bibliographie qui était dans le cadre de la simulation, mais ça se rapproche, on regarde en fait le bénéfice per opératoire. Il y a des études américaines qui évaluent le coût du temps en salle opératoire à, j'avais la notion de $10 par minute dans l'évaluation d'une étude. Et en fait, donc il y a ce point. En fait, il y a une grosse économie de temps, de coût global de durée de temps opératoire. Et également, je suis très impressionné, vous mentionnez que vous ne faites pas de scopie per opératoire. Donc, seconde question, est-ce que vous avez fait une évaluation vraiment dosimétrique parce que malgré tout, notamment dans les corrections de cals vicieux, il peut y avoir des scopies répétées, on peut avoir des doses malgré tout qui sont très importantes. Les derniers scanners maintenant sont sur des doses assez inférieures. Est-ce que vous avez exploré le ConBeam City qui permet d'avoir des doses équivalentes à quelques radiographies pour l'acquisition préopératoire? Pour l'acquisition préopératoire, pour l'instant, la précision et le contraste, c'est uniquement le scanner. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on travaille effectivement pour essayer de trouver d'autres techniques. Les laboratoires nous fournissent des cahiers des charges très précis sur les protocoles d'acquisition. Donc en fait, c'est eux qui ont la main pour pouvoir proposer des reconstructions qui soient suffisamment fiables. Donc si on leur donne des examens trop approximatifs, ils ne peuvent pas garantir la fiabilité du guide. Donc ils demandent, ça fait partie de leur cahier des charges d'avoir un examen standardisé scanographique avec des épaisseurs de coupe bien précises notamment, et une définition bien précise. Donc quelque part, pour résumer, la durée de préparation en amont avec les 2 web meetings est à peu près équivalent à la durée de gagner pendant l'opération. On peut dire ça, oui, à peu près. À peu près, ouais. Et par contre, pour l'irradiation, on reste quand même, en fait, le gain d'irradiation est par contre pas contrebalancé actuellement par le scanner préopératoire. Dans la diapo, le gain d'irradiation, il est 60 fois inférieur au surplus d'irradiation qui est induit par le scanner. Donc, il y a quand même un facteur qui est très important dans la dose reçue par le patient qui contrebalance pas le gain d'irradiation PEROP.
Vous auriez une estimation à peu près de la quantité d'irradiation avec les 2 scanners ou... Ça reste très faible. J'ai pas les chiffres en tête. Ça reste faible. On n'est pas sur des irradiations massives. Mais si on veut comparer le gain d'irradiation péropératoire avec le scanner préopératoire, on a quand même 60 fois plus. C'est un facteur 60. Donc, on a quand même beaucoup plus d'irradiation par le scanner que par le gain de scopie. J'ai une dernière question qui est en fait une spécificité de la chirurgie pédiatrique, c'est-à-dire que vous avez, en fonction de l'âge de votre patient, parfois des périostes qui sont très importants. Et est-ce que vous avez eu des difficultés de mise en place des guides de coupe avec des périostes importants, comme il peut y avoir à l'opposé dans les pathologies dégénératives, avec parfois des lésions ostéophytiques, mais qui ne sont pas suffisamment denses pour être présentes sur la segmentation scanner de la modélisation préopératoire, qui parfois entraîne une discordance entre le guide de coupe, qui n'est pas exactement le négatif de la zone osseuse cible. Non, ça pose pas de problème. On fait des abords sous périostés, on est directement sur la surface osseuse et le périoste, c'est un plan de décollement qui est hyper facile en pédiatrie. On passe facilement dessous et ça pose pas de problème de ce point de vue-là. Le guide s'applique ensuite sur une surface osseuse qui est le reflet de la modélisation 3D. Ça pose pas aucun souci. D'accord. Mais c'est vrai que le point critique, c'est vraiment le positionnement du guide sur la surface osseuse. Quand c'est cylindrique, c'est difficile à trouver un point de repère. Est-ce que vous avez réalisé des scanners post-opératoires pour évaluer en fait l'écart entre la planification et la correction finale? Ce serait l'idéal pour étudier de manière précise la fiabilité, mais dans le contexte pédiatrique et dans le contexte de diminution des doses, on ne peut pas imposer un scanner supplémentaire pour réaliser simplement l'étude de fiabilité. Donc, on se base sur des reconstructions, sur les radiographies post-opératoires et sur la superposition du modèle 3D sur la radiographie post-opératoire. Très bien, merci. Merci beaucoup pour cette conférence qui est extrêmement complète et très séduisante. Moi, j'aurais pour ma part une question principale. Vous avez parlé dans la planification d'images en miroir du côté sein. On sait qu'en pédiatrie, notamment dans les malformations congénitales, on a parfois des malformations qui sont bilatérales. Je pense au Madelung par exemple. Comment on fait, comment vous faites dans ce genre de cas pour planifier les guides de coupe? Est-ce que vous basez sur des orientations théoriques ou est-ce que vous utilisez d'autres systèmes dans ces pathologies qui sont bilatérales? Non, on utilise des modèles normés qu'on estime à la norme, notamment sur le Madelung de pente radiale ou des normes d'orientation de Glenn dans le plan sagittal. Et ensuite, c'est là où ça devient difficile, c'est que il faut pouvoir atteindre cette norme-là. Et ce que je disais, c'est vraiment la souplesse des tissus mous qui est importante à appréhender. Et c'est pas forcément facile de l'appréhender parce que on a parfois l'ostéotomie qui est faite et ensuite la réduction avec la plaque sur ce que l'on a souhaité faire et on est bridé malheureusement par les tissus mous qui sont pas assez souples. Donc il faut essayer de se baser sur de tolérer un peu d'erreur également en fonction de ce qu'on peut imaginer de la souplesse après l'ostéotomie. Merci beaucoup. J'aurais une dernière question avant de conclure. Là, dans le cas que vous nous présentez, il n'y en a pas eu besoin, mais on sait, et c'est décrit dans la littérature, que dans certains cas d'ostéotomie, notamment distale du radius, il y a la nécessité d'avoir recours à un greffon. Je voulais savoir si vous, en pédiatrie, vous utilisez des greffons. Si vous utilisez des greffons, où est-ce que vous les preniez? Et surtout, qu'est-ce que ce greffon doit être autostable et participer à la stabilité primaire ou il est juste là pour permettre une meilleure consolidation, auquel cas on n'est pas forcé d'avoir des greffons pris sur les crêtes iliaques, on peut utiliser des substituts, voire des RIA, chez l'enfant ça se fait moins mais c'est possible. Je voulais savoir quelle était un peu votre expérience quand il faut combler le foyer d'ostéotomie. Alors, on essaye autant que possible d'avoir des coins de résection et d'essayer de ne pas avoir à combler. Dans ce cas-là, on a réfléchi à savoir si on allait ouvrir un peu dans l'ostéotomie et effectivement il y aurait eu à greffer ou bien alors si on sacrifiait un peu de longueur. Dans ce cas-là, par chance, finalement, l'avant-bras
la différence n'aurait pas été énorme, mais dans ce cas-là, effectivement, le segment atteint était plus long, donc du coup, ça ne gênait pas de faire un coin de résection. Lorsqu'il y a besoin de faire des ostotomies d'ouverture où ça laisse des défects, c'est le cas, par exemple, dans le Madlung. Et en général, on fait des accourcissements au niveau de l'ulna et on peut récupérer du greffon osseux de l'ulna pour le placer dans nos foyers d'ouverture. Et si la planification, si tout se passe bien et si la planification et la réduction se passent bien, le greffon n'a pas besoin d'avoir une tenue primaire. Après, on peut impacter le greffon une fois que l'ostéosynthèse a été réalisée, puisque on a la synthèse qui a été planifiée et qui permet une stabilité théorique de la zone. Et puis les substituts, on en utilise quand vraiment on n'a pas de source osseuse et qu'on ne veut pas effectivement prendre une crête iliaque mais s'il faut le prendre, on le prend volontiers sans souci. Merci beaucoup pour ces réponses. Je pense qu'il est maintenant le temps de conclure cet épisode de notre web-série. Vous avez fait un tour extrêmement complet de l'utilisation de ces guides de coupe patient spécifiques, qui sont très satisfaisants et je suis sûr qu'on voit tous aujourd'hui un intérêt dans notre pratique quotidienne en spécifiant bien les potentiels inconvénients qui sont les tissus mous, l'irradiation et le coût, sachant que on comprend bien que l'irradiation avec les nouvelles technologies comme évoquées par Pierre-Emmanuel comme le CONBIM ou même l'IRM vont diminuer cette irradiation et que la mise en concurrence des différents laboratoires de fait va nécessairement diminuer les coûts. Vous avez insisté sur la nécessité de continuer à publier et à travailler dans ce sens. Je pense au vu de votre excellente présentation que ce sera le cas et j'espère que cette web-série vous a plu et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. On remercie chaleureusement notre expert d'avoir pris du temps et d'avoir préparé une conférence très complète sur le sujet et on vous dit à bientôt. Merci à vous pour l'invitation. Merci.